Géopolis Télévision, dans les profondeurs de l'économie africaine. Tout de suite, le journal Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans ce journal. On va d'abord débuter avec cette information. En bref, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba, a présenté ce samedi 4 août 2024 devant les députés provinciaux réunis en session extraordinaire le programme quinquennal de son gouvernement chiffré à plus de 10 milliards de dollars américains. Parmi les axes prioritaires de ces programmes, il y a notamment la sécurité, la salubrité et la modernité qui, selon le gouverneur, ont un caractère urgent, d'où la mobilisation de ressources. Parmi les mesures urgentes, il y a la construction de logements sociaux, la construction également de routes secondaires, l'augmentation de patrouilles dans la ville et du nombre de sous-commissariats dans le coin le plus chaud de la capitale, mais aussi le renforcement de l'éclairage public. Et puis, de nouveaux affrontements ont éclaté entre les rebelles du M23 et la coalition de résistants Wazalendo. Une dizaine de morts enregistrées après ces affrontements. Ces combats sont intervenus à quelques heures de l'entrée en vigueur du cessez-le-feu convenu entre le Rwanda et la République démocratique du Congo le 30 juillet dernier. Je vous prie de suivre cet élément de Rachel Misenga. Une dizaine de morts enregistrés après le combat entre les rebelles du M23 et les patriotes Wazalendo. Ces combats sont intervenus à quelques heures à l'entrée en vigueur du cessez-le-feu convenu entre le Rwanda et la République démocratique du Congo le 30 juillet dernier. Des sources locales font état d'une dizaine de morts et plusieurs blessés parmi les civils. Les blessés ont été transférés à l'hôpital de Nyamilima pour recevoir de soins. Ces combats se sont déroulés un jour avant la fin de la prolongation de la trêve humanitaire décrétée par les États-Unis pour permettre le retour des déplacés dans leur milieu d'origine et faciliter l'accès humanitaire pour une éventuelle assistance. Les gouvernements de la RDC et du Rwanda, sous la médiation de l'Angola, ont convenu le 30 juillet dernier d'un cessez-le-feu dans l'est de la République démocratique du Congo, prévu pour entrer en vigueur le 4 août à minuit. Une calomnie relative règne ce samedi 3 août dans la partie est du chef-lieu du territoire de Rutshuru entre les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda et les milices Wazalendo. Ces combats ont eu lieu vendredi 2 août sur la route Kiwanja-Ishasha dans la chefferie de Binja, alors qu'une trêve humanitaire de 15 jours initiée par les États-Unis d'Amérique a expiré le 3 août au soir. Les affrontements ont débuté tôt le matin de vendredi 2 août lorsque les rebelles du M23 ont lancé des attaques contre les positions de Wazalendo. Les combats ont duré presque toute la journée, provoquant les déplacements des dizaines de ménages. Un habitant de Kisharo, joint ce 3 août dans la matinée, a confirmé la calomnie actuelle et a mentionné les retours de quelques déplacés.
Autre chose, à présent, soucieuse de conditions de vue de Boyomé, la chef du gouvernement Judith Souminois a visité quelques services publics de la province de la Chopo après les activités commémoratives du Génocost. D'abord, elle s'est rendue au barrage hydroélectrique de la Chopo où une usine de captage d'eau est installée afin de produire l'électricité pour la population de Kisangani et de ses environs. Cette centrale provinciale ayant une capacité de 19 mégawatts, n'en produit à ce jour que 3. Ensuite, la chef du gouvernement a visité la direction provinciale de l'agence congolaise de grands travaux ACGT. Il y est installé une usine de production de maisons préfabriquées dont la première production remonte à l'année 2018. Je vous prie donc de suivre Judith Souminois, Première ministre. Je suis venue parce que c'est depuis quelques années, déjà 3 ou 4 ans, que j'ai été mise à l'époque au courant de ce projet. On avait essayé à l'époque de faire avancer. Bon, il y a eu des contraintes. Et donc maintenant que je suis Premier ministre, j'ai voulu voir de moi-même parce que je n'étais jamais arrivée jusqu'à Kisangani pour voir, pour déjà me rendre compte comment on fabriquait ces panneaux et voir une maison témoin pour moi-même pouvoir en parler. Et comme on l'a dit, on a discuté, je suis avec le gouverneur de la province, je suis avec le ministre des Infrastructures, d'autres ministres, la CGT est représentée et nous avons des honorables députés avec nous. Et pour nous, la prochaine étape, c'est de voir comment on va sauver tout ça parce que nous avons des besoins en logement et nous avons une alternative importante ici. Donc maintenant, c'est la réflexion qui va se faire. Est-ce qu'on peut le faire à travers un partenariat public-privé ou autre? Mais ça, ce sont des réflexions qui vont être approfondies. Il y a eu déjà, monsieur le ministre d'État aux infrastructures avait déjà fait un certain nombre de propositions. Je pense qu'on va repartir pour voir ça. C'était il y a un an, je pense qu'il avait fait ces propositions-là. On va essayer de recreuser ça et pour voir quelles sont vraiment les meilleures alternatives pour pouvoir récupérer tout ça quand on sait qu'il y a un besoin certain de logement. On se rend tout de suite compte qu'il y a des problèmes puisqu'on sait que la centrale devrait produire normalement plus ou moins 19 mégawatts, mais aujourd'hui on est à plus ou moins 5. Donc les machines sont vieilles, elles doivent être remplacées. On a discuté avec le ministre des Ressources hydrauliques ainsi que le DG de la SNEL. Ils ont un plan d'action, donc je leur ai demandé de m'envoyer ça et je vais voir avec eux comment les appuyer. Mais ils ont déjà des alternatives en termes de financement. On va juste s'assurer qu'on peut dérouler le plan d'action. Les habitants de la ville d'Ikananga, chef-lieu de la province du Kasaï central, souffrent de difficultés d'accès à l'eau potable et à l'énergie électrique depuis près de 2 semaines. Ils s'adonnent actuellement à l'achat de l'eau potable à des bornes, fontaines et autres sources aménagées en vue de se procurer cette denrée de première nécessité. La population est donc obligée de dépenser 6 000 à 10 000 francs congolais pour satisfaire son ménage. Suivi ces reportages de Francine Moukeba et Giscard Tomba. Depuis plusieurs semaines, les résidents de la ville de Kananga se battent en vue de trouver de l'eau potable et l'électricité pour leurs besoins quotidiens, tandis que les sources d'approvisionnement deviennent de plus en plus rares. Des quartiers entiers souffrent d'une insuffisance criante en eau et en électricité, ce qui a des conséquences désastreuses sur la vie de la population, surtout en ce qui concerne la santé. Oui, si les mamans, vous les voyez ici en train de venir épuiser de l'eau ici au forage Emmanuel, c'est parce que la régie des eaux est tombée en panne. On nous apprend que leurs moteurs, leurs tuyauteries sont cassées, ils ne veulent pas tout dire. Mais ce sont les forages manuels érigés ici. Les autres puisent vraiment des sources d'eau aménagées, mais par rapport à l'engouement et agglomération de la population dans les quartiers, il y a toujours difficulté par rapport aux petits-enfants, surtout les petits-enfants qui puissent de l'eau. Pour avoir un bidon de 20 litres, ça coûte. Il va mettre à peu près toute une journée pour avoir aussi un bidon. D'où vraiment il faut envoyer les mamans qui vous quittent même à 5 heures pour quitter à 12h, 13h. Mais les enfants sont restés comme ça. Ici, nous sommes venus acheter de l'eau car c'est un problème grave, une crise inexplicable. La régie ne fonctionne pas,
Nous achetons les bidons à 300 francs, mais pour satisfaire notre ménage, il faut dépenser 6 000 francs par jour. C'est trop. Ici à Kananga, nous avons beaucoup de difficultés qui concernent l'eau et du courant. Un adage dit « l'eau c'est la vie ». Ça fait maintenant un mois. Nous n'avons pas de l'eau. Nous buvons l'eau de forage non traitée et ça crée des maladies comme la typhoïde et autres. Face à cette crise imminente, les habitants de la ville lancent un appel urgent aux autorités locales et nationales pour qu'elles prennent des mesures immédiates afin de résoudre cette situation alarmante. Demandons au président de la République de nous remettre de l'eau et du courant pour éviter le chômage. Les acteurs de la société civile, quant à eux, accusent le numéro 1 de la Régie des eaux et de la SNEL Kasaï centrale d'être à la base de cette crise. L'RDC est au cœur des enjeux mondiaux du fait de sa biodiversité, ses minéraux essentiels à la transition énergétique, mais les pays peinent encore à attirer des flux financiers qu'on appelle fonds verts, que les nations pollueurs sont censées verser aux pays dont la forêt agit et tempère le réchauffement climatique. Une question de temps peut-être, de diplomatie verte et de technicité, mais aussi des gestions de ressources de biodiversité aussi. A expliqué à Géopolis Télévision Richard Kitenge, ses chercheurs et experts en questions environnementales, a été interrogé par Patrick Ilunga et Giscard Tamba. Il y a beaucoup de défis à relever à ce qui concerne les changements climatiques en RDC, tout comme aussi il y a beaucoup d'opportunités. Mais pour qu'on arrive à saisir les opportunités en rapport avec les changements climatiques, c'est tout un processus. Les autorités du pays sont en train de négocier sur le plan international et cette négociation nécessite aussi les appuis des techniciens et les appuis aussi des médias et de toute la communauté, d'où pour arriver à capitaliser les flux financiers, soit les opportunités que les changements climatiques pourra apporter en RDC. Nous devons travailler. Travailler veut dire que nous devons mener de grandes recherches. Les institutions de recherche scientifiques doivent mener les recherches sur la quantification de carbone qui sont stockés dans les forêts et aussi dans les tourbières. C'est dans ces cadres-là que nous pourrons au moins arriver à saisir les opportunités à travers la vente des crédits carbone. La déforestation en RDC, c'est parmi les sources d'émissions de gaz à effet de serre pour la RDC. Dans les documents, dans la contribution déterminée au niveau national de la RDC, le pays s'est engagé à réduire ses émissions à 21%. C'est-à-dire quand réduire les émissions à 21%, c'est réduire aussi la déforestation par rapport aux forêts congolaises. Et un autre aspect, c'est celui des financements des restaurations. C'est-à-dire qu'on doit planter les arbres. Planter des arbres, c'est aussi une opportunité parce que ça va ouvrir les emplois verts. Aussi, ça donnera la possibilité d'augmenter le puits carbone de nos forêts, aussi de notre pays. Et en sport, tous les 6 athlètes congolais engagés aux Jeux Olympiques Paris 2024 ont été tous éliminés précocement. Dernier encore dans la course, le sprinter congolais Dominique Lasconi Moulamba a suscité espoir ce samedi 3 août 2024 en se qualifiant d'abord pour le premier tour après avoir fini 3e au préliminaire de cette épreuve avec 10 secondes 54 tierces, mais les Congolais a malheureusement échoué à la 7e place dans ce premier tour. Suivez cet élément. Tous les 6 athlètes congolais engagés aux Jeux Olympiques de Paris ont été éliminés précocement. Dernier encore dans la course, le sprinter Dominique Lasconi Moulamba a suscité espoir ce samedi 3 août en se qualifiant pour le premier tour après avoir fini 3e au préliminaire avec 10 secondes 54 tierces. Dominique Lasconi Moulamba a donc été repêché comme meilleur temps. Il s'est classé juste derrière les Kenyans Nikhil Harris et les Polonais Lalu Mohamed. Mais sa joie a été de courte durée parce qu'il a été aussitôt éliminé au premier tour après un temps de 10 secondes 53 tierces.
Avec cette autre défaite, tous les 6 athlètes doivent rentrer en RDC sans aucune médaille de Jeux Olympiques de Paris 2024. La série noire a commencé samedi 27 juillet à l'Arena Champ de Mars avec le judoka Arnold Kisoka. Il a été éliminé par abandon quelques secondes seulement après le coup d'envoi du combat. 3 jours après, la boxeuse Marcela Sakobi a été aussi éliminée au 16e de finale de ces Jeux Olympiques. Elle avait pourtant bien commencé la rixe en remportant le premier round avant de se faire rattraper au deuxième round, puis perdre le troisième face à l'Ouzbek Sitora Tourdibekova au point 2 contre 3 dans la catégorie de moins de 57 kg. Exemptée de tour préliminaire, la boxeuse congolaise Brigitte Mbambi a été écartée jeudi 1er août en 8e de finale des Jeux Olympiques. La pugiliste congolaise est tombée devant la thaïlandaise Janjaem Suwanampeng chez les 66 kg sur la note d'1 point à 4. Le même jour, le nageur Aristote Ndombe a aussi été éliminé. L'ambassadeur congolais a fini la course à la 6e place avec 29 minutes et 4 secondes dans la deuxième série. L'autre nageuse, Divine Miansadi, a subi le même sort. Mesdames, Messieurs, faisons à présent place aux informations de l'international. Je l'ai dit au sommaire, si elle faisait déjà partie de projets de précédents gouvernements, la relance d'un transporteur aérien national apparaît comme une priorité pour le régime actuel, notamment depuis la mise en place de blocs qui considèrent ce mode de transport comme important pour faciliter la libre-échange. C'est un élément de Rachel Misenga. Le gouvernement du Mali a récemment approuvé en Conseil des ministres la création de Mali Airlines, conformément à un plan en cours depuis quelques mois pour doter les pays d'une compagnie aérienne publique. Le projet fait partie des axes principaux de la version 2023 des directives du ministère des Transports pour améliorer la mobilité intérieure. Il constitue une énième tentative du Mali pour se doter d'un transporteur national après la sécession des activités de Air Mali. L'aboutissement du projet devrait permettre d'atténuer les impacts de l'enclavement du pays sur son économie. Cela devrait aussi en améliorer l'accessibilité de régions intérieures, en l'occurrence les septentrions. Des problèmes de sécurité s'ajoutent au manque d'infrastructures routières dans cette région, faisant de la voie aérienne l'option de transport la plus sûre actuellement. Il faut néanmoins remarquer que la garantie sécuritaire qu'offre l'aérien n'en fait pas pour autant un mode de transport développé en Afrique, étant donné les prix encore élevés des billets. Et en octobre 2023, après d'intenses plaidoyers, la directrice du FMI, Kristalina Georgieva, avait annoncé la création d'un 3e siège pour l'Afrique. Ce siège qui sera attribué à la région subsaharienne vise à améliorer la représentativité au sein de l'institution. C'est encore une fois de plus la voix de Rachel Misenga. Les conseils de gouverneurs du Fonds monétaire international, la plus haute instance décisionnelle de l'institution, a adopté une nouvelle résolution visant à ajouter un 25e siège destiné à l'Afrique subsaharienne. Cette résolution, qui augmente de fait le nombre des directeurs exécutifs au sein du conseil d'administration du FMI, fait suite à l'appel lancé par le Comité monétaire et financier international lors des réunions annuelles de 2023 à Marrakech, demandant la création d'un nouveau siège pour améliorer la représentation de l'Afrique subsaharienne et équilibrer la représentation régionale au Conseil. Il s'inscrit dans le cadre d'un plaidoyer plus large lancé par le pays africain en vue d'améliorer la représentativité non seulement au sein du FMI, mais également au sein de toute organisation jouant un rôle clé dans l'architecture financière mondiale actuelle. Désormais, l'Afrique comptera 3 sièges au conseil d'administration du FMI. Dans ces instances, la FMI espère encourager une prise de décision plus équilibrée et inclusive, reflétant mieux la diversité et la dynamique économique mondiale. Le nouveau conseil d'administration des 25 directeurs exécutifs prendra ses fonctions le 1er novembre 2024.
Ce journal est complètement fini, mais avant de vous quitter, place au rappel de titres. Le programme quinquennal du gouvernement Bumba est chiffré à plus de 10 milliards de dollars américains. C'était ce samedi 4 août 2024 que le gouverneur de la ville de Kinshasa l'a présenté à l'Assemblée provinciale devant les élus provinciaux. Et puis, le gouvernement malien va relancer le transporteur aérien national considéré comme une priorité du régime actuel. C'est la fin de ce journal. Madame, messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir et très bon week-end chez vous. Restez toujours branchés au programme de Géopolis Télévision. Ciao.